Ok, ok. Bah déjà, merci à tout le monde d'être là. C'est très sympa de votre part d'avoir pris un peu de temps pour venir assister à ce petit event. Donc, alors, l'objectif du jour, c'est de faire en sorte que vous deveniez des brutes en Facebook Ads. Bon, c'est un peu ambitieux, surtout en 40 minutes. Mais je vous assure que c'est possible. Et je vous assure que surtout en Facebook Ads, on peut progresser assez rapidement. Et je vais même vous le prouver. Donc, pour vous le prouver, déjà, je vais vous parler de moi il y a 2 ans. Donc, moi, il y a 2 ans, c'était lui, là. Moi, j'avais un peu moins de cheveux et j'étais au Japon, je récoltais des légumes dans une ferme et c'était assez cool. Je kiffais ça, j'avais vraiment bien kiffé. Sauf qu'après, en fait, bah, ça s'est terminé, il y a eu le Covid, je suis rentré en France et j'étais en train de finir mes études et je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, on va dire, niveau job. Euh, il y a eu un événement important dans ma vie qui s'est passé à ce moment-là. C'est que j'ai mon ami Théo Lyon, du coup, qui m'a proposé en fait de faire un déjeuner au restaurant japonais Minoko à Sèvres. Pour ceux qui connaissent, peut-être vous savez que c'est un bon restaurant. Et donc en fait, il m'explique que lui, ça fait quelques mois qu'il est freelance en Facebook Ads, donc il gère des campagnes Facebook pour pas mal de clients. Euh, et en fait, lui, il n'a pas envie de rester freelance, il a envie de monter une agence Facebook. Donc il me dit ça et il me dit qu'il a envie que je le rejoigne dans cette aventure. Donc bah, moi je suis très, très honoré, je trouve ça très cool de sa part. Simplement, le truc c'est que je lui dis bah ouais, mais moi j'y connais rien du tout en fait à Facebook Ads. Et là ce qu'il me dit, il dit bah t'inquiète, dans un mois, t'es une brute en Facebook Ads. Bon, bah il se trouve que ça a pris un petit peu plus de temps qu'un mois pour bien réussir à progresser, on va dire, en Facebook Ads. Mais on a quand même réussi à progresser. Et 2 ans plus tard, on a les résultats de Kudak, c'était quoi? C'était 150 clients accompagnés sur Facebook Ads. On a dépensé 9 millions d'euros de budget publicitaire, donc depuis 2 ans. Et on a une équipe maintenant de plus de 25 spécialistes qui font plusieurs choses. Ils font de la création publicitaire, ils font du media buying et du marketing pour faire des campagnes performantes, tout simplement. Et donc moi, pour ma part, j'ai eu l'occasion de bosser sur l'acquisition de clients comme Mobile Club déjà. Mobile Club, c'est une assez grosse startup de location de téléphone qui a été fondée par Damien Morin, qui est un super entrepreneur. Il y a Gérard Darel, qui est une super marque de fashion française, qui a un vrai historique assez robuste, quoi. Et il y a aussi France Tonnerre. Donc France Tonnerre, c'est une PME française bien successful. Ils sont ils sont une quinzaine et ils font je ne sais plus combien de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en tout cas ça tourne très bien. C'est vraiment une PME très très stylée. Donc voilà, j'étais très content de bosser sur ces clients et on continue à bosser avec eux. Mais en tout cas c'est ça le gros focus de Kudak en ce moment, c'est bosser pour des belles marques et faire en sorte que ça performe et que niveau acquisition on arrive à trouver des nouveaux clients. Donc, ce que je vais faire principalement dans ces petites 30-40 minutes qu'on a ensemble, c'est que je vais essayer de vous communiquer les différents points que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer justement en Facebook Ads, parce qu'il y a beaucoup de choses comment dire, qui sont un petit peu nébuleuses, un peu floues au début, et parfois il y a même des bases qu'on a tendance à zapper et à mettre de côté, parce qu'on est très pressé de gagner de l'argent, on est très pressé d'avoir des résultats. Mais c'est vraiment pas un sujet sur lequel je vous conseille de trop vous précipiter. Donc, alors déjà, pour commencer, il faudrait qu'on parle un petit peu du produit de Facebook. Donc, ce que Facebook vend. Bah, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vend Facebook exactement? C'est un peu plus côté visibilité. Ils utilisent de la data, mais c'est ça. Et ils utilisent des audiences, ils utilisent de la data et ils donnent de la visibilité, mais concrètement, le truc qu'ils vendent, c'est un truc super particulier et très basique, c'est des impressions en fait. Des impressions, juste le fait de montrer une fois un contenu sur un smartphone, une tablette, un laptop. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste ça que vend Facebook. Et en fait, c'est voilà, comme un marchand, vous vendrez un marchand d'oranges, il vous vendrait des oranges, et il va pouvoir vous vendre des oranges de différents types, des oranges sanguines, des oranges
oranges à jus, peu importe, et ben, il y a plein de types d'impressions différentes sur Facebook. Il y a plein de choses différentes. Il y a des impressions, il faut dire, à qui, pour quel objectif, etc. Il y a plein de choses qui diffèrent, mais fondamentalement, c'est toujours la même chose. C'est toujours des impressions. Et donc, bon, maintenant, forcément, vous dites, OK, bah, ils vendent des impressions. Vous vous demandez forcément combien ça coûte. Et bah, la réponse, c'est ça dépend, en fait. Donc, c'est un petit peu cocasse, on va dire. C'est un peu comme si vous étiez, encore une fois, sur le marché et qu'on vous dit, OK, bah, je vais acheter des oranges, vous donnez un billet de 10, et ben, un coup, il va vous donner une orange et un coup, il va vous donner 20 oranges. Et vous ne savez jamais comment ça marche, pourquoi vous avez une orange un coup et pourquoi vous en avez 20 à un autre moment. Donc, ce qu'il faut déjà retenir sur Facebook, c'est qu'on ne peut pas, avec Facebook, dire bah, je veux 100 000 impressions, par exemple, enfin, quel que soit votre budget, ce n'est pas un truc que vous pouvez faire. Par contre, vous pouvez dire donne-moi 5K euros d'impression. Parce que vous allez lui donner un budget. Il va essayer avec ce budget de diffuser un maximum. Et, voilà. Et puis après, on verra a posteriori combien vous avez payé pour cette diffusion-là. Mais s'il y a bien un truc à retenir, c'est que c'est vraiment méta, enfin je dis méta pour bien différencier la société mère des différentes plateformes, Facebook, Instagram, parce que là je parle de Facebook et d'Instagram. C'est vraiment méta qui va fixer le prix, et donc ça c'est quelque chose déjà qu'il faut accepter, et qu'il faut connaître déjà, parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément conscience de ça. Et alors, il y a un truc qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que Meta va fixer le prix de l'impression. Et alors j'ai dit à la tête du client, c'est pas exactement à la tête du client, c'est à la tête des contenus de ses clients. Et donc ces clients, c'est les annonceurs. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ce que vous allez payer pour être diffusé sur Facebook, c'est extrêmement dépendant de la qualité des contenus que vous allez produire. Et même le succès au global de toutes vos campagnes vont énormément dépendre de la qualité de vos contenus. Et voilà, ça c'est un truc, là je parle vraiment dans une situation théorique où vous avez simplement vos contenus et Facebook. Sauf que ça c'est théorique. Dans la réalité, il n'y a pas juste vous, vos contenus et Facebook. Il y a Facebook, vous et genre 1 milliard d'autres annonceurs autour de vous qui ont envie de faire de la pub pour leurs produits. Donc là, ça se complique un petit peu parce que en fait, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence et donc si on est toujours dans l'exemple du marchand de fruits qui va vendre des oranges par exemple, et le truc c'est que là, imaginez que vous lui tendez un billet et à côté de vous, il y a 4-5 autres personnes qui lui tendent également un billet et là forcément, lui il va se dire ok, j'ai une opportunité, je vais faire monter le prix. Et donc voilà, donc ça c'est un peu ce qui se passe quand un utilisateur de Facebook va ouvrir soit par exemple quelqu'un, là je sors mon téléphone, j'ouvre Instagram, on s'en rend pas compte parce que c'est hyper rapide, ça prend des nanosecondes, mais pendant ce temps-là, il y a une enchère qui a lieu. Et donc l'enchère, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Facebook dit ok, alors il y a potentiellement 1500 annonceurs qui correspondent à moi, donc c'est-à-dire en fait on va regarder mes différents ciblages. Donc moi je suis un homme, j'ai 25 ans, je suis intéressé par je sais pas, le jardinage, les voyages, ce que vous voulez. Et donc il y a 1500 annonceurs qui ont demandé à cibler des personnes comme moi. Et donc là, ces 1500 annonceurs, ils vont être mis en concurrence les uns avec les autres. Et ils vont, en fait, comment on va déterminer le gagnant? Eh tout simplement avec un système de scoring que Facebook a mis en place auparavant. Donc c'est-à-dire que concrètement, plus vous avez un scoring élevé, plus vous êtes capable en fait de produire des contenus qui sont bien rankés par Facebook, plus vous allez être capable de prendre l'avantage sur les différentes enchères. Et donc là-dessus, on verra après un point sur comment avoir un bon score. Mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est que ce n'est pas une question de votre budget, de est-ce que vous êtes une grosse marque ou une petite marque. Il y a des grosses marques qui font des contenus de très mauvaise qualité et il y a des petites marques qui font aussi des contenus super natifs, super adaptés aux plateformes et qui performent très bien. Et ce qui va vraiment tout déterminer, c'est les contenus et leur qualité. Donc ça, c'est vraiment un truc à garder en tête. Et voilà, bon, ensuite, ça c'est un petit peu le dernier point, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le prix, il n'est pas fixé avant que vous commenciez à diffuser, il est entre guillemets déterminé a posteriori. C'est-à-dire que vous dites ok, j'ai 5 000 €, c'est après que toutes les enchères aient eu lieu que vous allez pouvoir constater le prix que vous avez payé pour ces différentes enchères. Enfin, pour ces différentes impressions que vous allez avoir.
Donc maintenant, forcément, il y a forcément une question que vous vous posez plus ou moins, c'est comment je fais pour avoir un bon score? Parce que personne n'a envie de se faire exploser sur les tarifs. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de points qui rentrent en jeu dans le scoring, mais simplement, là, je vous mets les plus importants. Bon, déjà, je pense que vous ne serez pas trop surpris de voir qu'il y a le taux de clic qui compte. En fait, ça, c'est un truc qui marche sur les réseaux sociaux à la fois en organique et en paid. C'est qu'en fait, quand vous commencez à publier votre contenu, par exemple, LinkedIn fait totalement ça. Vous commencez à publier votre contenu, la plateforme, LinkedIn par exemple, ils vont regarder les 100 premières personnes à qui je monte la pub, comment ils réagissent. Est-ce que le taux de personnes qui réagissent est supérieur à la moyenne des posts sur LinkedIn? Est-ce qu'il est inférieur? S'il est supérieur, je vais le montrer à 1000 personnes supplémentaires. Si le taux d'interaction reste le même, reste stable ou il est meilleur, je continue, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y a des posts extrêmement viraux qui peuvent envahir TikTok ou même LinkedIn. Quand vous voyez sur LinkedIn des posts qui ont des dizaines de milliers de réactions, c'est comme ça que ça marche. Et donc ça, c'est un premier point qui est super important. Deuxième point, c'est le dwell time sur tous vos contenus. Donc ça, c'est un truc qui n'est pas mesurable directement par vous-même quand vous publiez des pubs. Par contre, Facebook, ils ont accès à cette data. Le dwell time, c'est quand vous avez, imaginons, là je fais une publicité, une statique, où je montre mon produit. Imaginez que systématiquement, ma créa, elle va arrêter les personnes qui regardent leur téléphone. Ça, c'est quelque chose qui va être pris en compte par Facebook, qui va se dire « Ah c'est marrant, tous mes utilisateurs, ils passent systématiquement du temps sur cette créa. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière ou d'une autre, ma créa, elle fait réagir les utilisateurs de Facebook ou d'Instagram ou autre. Et évidemment, l'équivalent pour les vidéos, ça va être le watch time. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Est-ce que vous respectez les guidelines et les best practices d'Instagram? Typiquement, quand les Reels sont apparus sur Instagram, c'était un bon moyen de faire beaucoup d'impressions pour un coût très bas. Donc c'est typiquement ce genre de nouveauté que Instagram a envie de pousser, sur lesquels il va y avoir des tarifs, on va dire, entre guillemets, préférentiels, parce que justement, les plateformes veulent incentiver les utilisateurs et les annonceurs qui utilisent bien leurs features. Donc par exemple, sur Instagram, c'est avoir tout le temps des stories, publier des reels, avoir une boutique qui est active. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont de nature à augmenter votre qualité perçue par Facebook. Bon, ensuite, il y en a un qui est assez basique, mais il faut quand même le mentionner, c'est le respect du règlement. Il y a plein de règles plus ou moins embêtantes sur Facebook pour les publicités. Ça peut facilement être considéré comme, vos publicités, même si vous n'avez rien fait de vraiment contraire aux règles. Vu que c'est des bots qui gèrent ça, parfois c'est très mal fait, et donc vous pouvez vous retrouver sur des zones un peu grises où Facebook considère plus ou moins que vous faites des publicités qui ne respectent pas leurs règles. Mais bon, après, si vous faites de la publicité sur des sujets qui sont complètement interdits, notamment tout ce qui est santé, voilà, c'est un peu mort, quoi. Vous allez pas trop arriver à diffuser, et si vous diffusez, ce sera pour très cher, quoi. Ensuite, il y a un autre point qui est assez sous-estimé et qui est très important, c'est le temps passé par les utilisateurs des plateformes sur votre site web. C'est-à-dire que, imaginez, déjà un truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la publicité sur Facebook, la plupart du temps, à part si on vous a mal conseillé, vous avez un pixel qui est posé sur votre site web qui va traquer tout ce qui se passe sur votre site web suite aux pubs ou pas. Mais en tout cas, il va traquer ce qui se passe sur votre site web avec des identifiants pour les utilisateurs. Donc il comprend bien ce qui se passe sur votre site web. Imaginez que vous faites une pub et que systématiquement, les gens cliquent, ils arrivent sur votre site web et ils mettent 1 seconde 50 avant de repartir. C'est quoi la conclusion pour Facebook? C'est qu'en fait, votre site, c'est de la merde, quoi. Donc si c'est ça, il se dit, si le site c'est de la merde, c'est-à-dire que c'est une expérience client qui n'est pas intéressante. Donc si c'est pas bon, si c'est une expérience cliente qui n'est pas intéressante, j'ai pas du tout envie de la montrer à mes utilisateurs. Donc on monte les prix et comme ça, l'annonceur il meurt de lui-même, entre guillemets, ou alors il change son expérience sur son site web. Et du coup, c'est un moyen d'affiner, d'épurer, on va dire, l'écosystème Facebook-Instagram. Et il y a un dernier point aussi qui n'est pas très souvent mentionné, mais qui est assez important, c'est le Customer Feedback Score.
Bon, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du dropshipping, je pense qu'ils connaissent ça parce qu'ils ont dû en souffrir. En fait, le Customer Feedback Score, c'est Facebook qui fait des enquêtes d'opinion sur les personnes qui ont préalablement acheté suite à avoir cliqué ou visionné une pub. Et en fait, si bah là, en fait, ils se rendent compte que ça s'est mal passé systématiquement avec toutes les personnes qui sont sondées, votre Customer Feedback Score, qui est note sur 5, il va plonger. Et si vous êtes en dessous de 2, c'est très explicite, hein, Facebook est transparent là-dessus, bah vous vous faites exploser sur les coûts d'impression. Et potentiellement, vous pouvez aussi vous faire bloquer. Donc ça peut être un vrai frein pour les business. Et ça, c'est un truc qui a été mis en place par Facebook pour contrer tous les dropshippers qui en fait vendaient des produits qui venaient d'AliExpress. Ils les faisaient arriver directement en Europe ou aux US, la Chine, et ça prenait 8 semaines de livraison. Donc voilà, et en fait avec cette mesure qui a été mise en place par Facebook, les annonceurs qui ne traitent pas correctement leurs clients, eh ben, ils se faisaient simplement fumer, quoi. Donc s'il y a bien un truc qu'il faut retenir de tous ces différents points, c'est qu'il y a un focus, c'est la user experience. Donc c'est-à-dire que pour Facebook, ce qui compte, c'est que ses utilisateurs aient une expérience qui soit la plus cool possible. C'est-à-dire voir toujours des contenus intéressants, voir toujours être orienté vers des expériences d'achat intéressantes qui lui laisseront une impression positive. Parce qu'il y a encore quelques années, beaucoup de gens disaient bah ouais, acheter un produit suite à avoir vu une pub sur Facebook, moi je le ferai jamais, c'est sûrement une arnaque. Et ça, c'est typiquement des choses que Facebook veut éviter. Et je pense que si vous avez un petit peu suivi l'actualité, vous avez dû voir que Facebook a perdu 25% de sa valeur en bourse parce qu'ils annonçaient que, il me semble qu'il y avait plus de croissance de leur nombre d'utilisateurs, ou il y avait même une petite décroissance de leur nombre d'utilisateurs. Donc c'est absolument névralgique pour ces plateformes-là de s'assurer qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs qui kiffent le temps qu'ils passent sur ces plateformes. Et donc vu qu'une bonne partie des contenus qui sont montrés sur ces plateformes sont produits par les annonceurs, eh ben, il faut que les annonceurs se conforment et s'alignent avec les objectifs de Facebook. Donc, là, je vous ai pas mal parlé de tout ce qui est impression, les coûts d'impression, etc. etc. Et ça peut sembler un petit peu long, parce qu'en fait, les coûts d'impression, c'est une métrique dont je vais parler en particulier qui s'appelle le CPM, donc le coût pour 1000 impressions. C'est pas une métrique qu'on regarde beaucoup en général, parce que beaucoup de gens pensent que c'est pas un truc très intéressant, mais pourtant c'est vraiment décisif, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette partie qui sera un petit peu plus focus sur ce que j'appelle la chaîne de transmission. Bon, ça c'est pas un terme officiel, hein, c'est moi qui l'ai inventé, mais je pense que ça explique pas mal ce que contient, on va dire, cette partie-là. En fait, ce qui est intéressant pour n'importe qui fait de la pub sur Facebook, c'est de transformer les impressions en conversion, d'une manière ou d'une autre. Donc des souscriptions, des achats, n'importe quoi. En fait, toute action qui est effectuée par quelqu'un qui a cliqué par une pub, on va appeler ça une conversion. Donc c'est ça qui intéresse les annonceurs. Donc la plupart des temps, les impressions, on s'en fout. Mais pourtant, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, pour résumer, si vous avez bien suivi, là, on a dit que quand vous êtes un annonceur, vous avez un budget en poche, vous le donnez à Facebook, qu'est-ce que vous êtes censé obtenir en retour? Des impressions d'abord. Et après, on va arriver à la conversion. Mais voilà, donc au début, vous avez vos euros dans votre poche, donc vous êtes content. Vous les donnez à Facebook, il vous donne des impressions. Bon, jusque-là, normal. Après, étape suivante, l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui cliquent. Donc, on a des clics. Et après, bon, voilà, il faut que votre site soit un minimum attirant. Il faut que ce soit assez logique, il faut qu'on comprenne bien où est-ce que vous voulez emmener les personnes. Vous êtes censé, bon là j'ai pris un exemple e-commerce, mais dans un exemple e-commerce, vous êtes censé tout simplement avoir un add to cart. Si vous faites par exemple de la lead gen, vous êtes censé, et que vous avez une landing page, vous êtes censé faire arriver la personne au moment où elle décide d'ouvrir le formulaire pour donner ses coordonnées. Bref, c'est assez transposable selon ce que vous vendez. Après voilà, on a aussi le initial checkout, paiement initié, bon ça dépend on va dire de votre plan de tagage, mais c'est pas un truc vital. Et à la fin, la conversion finale, donc voilà justement la conversion, qui peut être un achat, très souvent c'est un achat, mais ça peut être plein d'autres choses différentes. Il y a beaucoup de clients qui vont chercher des démarrages de période d'essai, ou qui vont chercher tout un tas d'autres conversions. Et en fait,
pourquoi est-ce que je parle de chaîne? Parce que bon, vous voyez bien que ça s'enchaîne très bien. Et c'est bien, c'est au moment du purchase là que vous êtes censé, on va dire, avoir à nouveau de l'argent qui revient dans vos poches. Et si vous avez bien géré tout ça, il y a beaucoup plus d'argent qui est rentré là que d'argent qui... Non, pardon. Il y a beaucoup plus d'argent qui sort là que d'argent qui est rentré initialement. Donc ça, c'est quand vous avez bien géré. Et en fait, tout ce qui détermine justement combien rentre au début et combien sort à la fin, c'est toutes les métriques intermédiaires que je vais vous présenter juste après. Enfin, même, je vais les présenter maintenant. Donc, il y a le CPM, le CTR, le taux d'add to cart, le taux de paiement initié et le taux d'achat. Donc là, c'est des métriques qui sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est des métriques qui vont vous dire quelle est la qualité de la transformation d'une étape à la suivante. Par exemple, vous voyez que là, je n'ai pas parlé de deux métriques qui sont très classiques sur Facebook Ads, c'est le CPA et le ROAS. Le CPA, c'est le coût par achat. Le ROAS, c'est le chiffre d'affaires divisé par l'investissement publicitaire. C'est le ROI publicitaire en quelque sorte. Et en fait, j'en ai pas parlé parce que ça, c'est des métriques qui vont mesurer l'efficacité de vos campagnes à l'échelle, on va dire, sur toute la chaîne. Alors qu'en fait, la plupart du temps, quand on a un problème à régler avec Facebook, ce qui va être vraiment intéressant, c'est ces différentes métriques-là qui vont justement vous permettre d'identifier à quel moment dans la chaîne de transmission il y a quelque chose qui déconne. Parce que s'il n'y a rien qui déconne, en général, vous ne regardez pas trop ça. Donc, si vous avez bien géré sur vos contenus, a priori, vous allez avoir des CPM raisonnables. Si vous avez des pubs qui sont suffisamment claires, qui donnent envie, vous allez avoir des gens qui vont cliquer sur votre site, vous allez avoir un bon CTR. Puis si votre site convertit bien, vous allez avoir des bons add to cart. Oui. Du coup, c'est quoi un bon CPM, un bon CTR à peu près en fonction de Ouais. J'aime pas trop parler de ça parce qu'en fait, ça donne l'impression qu'il y a vraiment des guidelines. Mais j'ai quand même préparé quelques valeurs un peu références. Mais ouais, ça dépend exactement, c'est ça. Mais je vais en parler juste après. Mais voilà, donc en gros, ça c'est vraiment, ces métriques-là, moi je les trouve très importantes parce que c'est elles qui vont vous permettre d'isoler l'endroit où il y a justement quelque chose qui déconne. Et donc après, il y a aussi d'autres métriques qui elles justement vont mesurer l'efficacité de votre processus de conversion du début à la fin, enfin du début jusqu'à l'étape voulue. Par exemple, comme je disais, les métriques en haut, elles vont mesurer l'efficacité du passage là, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que cette métrique-là, elle va mesurer l'efficacité du passage là, qui est plus global. Donc ça veut dire que par exemple, si vous avez un CPM qui est bon et un CTR qui est bon, nécessairement vous avez un CPC qui est bon. Ça c'est comme ça que ça marche et ça ne peut pas se passer autrement parce que en fait ça veut dire que là si vous avez une bonne transition et là une bonne transition, alors votre transition ici elle sera bonne. Et ça c'est quelque chose qui est très logique et ça marche aussi dans tous les sens. En fait, si on a un bon CPA, ça veut dire que toutes les étapes ici se déroulent correctement. Donc c'est ça la différence entre les métriques que j'ai mis en bas par rapport aux métriques que j'ai mis en haut. C'est que en fait, celles du bas vont être pas mal pour vous donner une bonne indication de votre performance en macro, alors que celles du haut vont justement vous aider beaucoup plus à troubleshot quand vous avez un problème et que vous avez des performances qui ne sont pas satisfaisantes. Et oui, évidemment, vu que je savais qu'il fallait me demander peut-être quelques références, j'ai préparé quelques références qui sont valables pour le marché français pour que vous puissiez un petit peu... ATC, c'est quoi déjà? Ça veut dire add to cart, c'est ajout au panier. Ah oui, ok. Et donc en fait, là-dessus, je vous donne des valeurs qui sont valables pour le marché français. Et déjà, un truc qui est vraiment super important, c'est de bien prendre en compte que ces chiffres, c'est très variable et ça dépend énormément d'une part de vous, ce que vous produisez, mais aussi d'autre part de votre environnement concurrentiel et notamment du marché dans lequel vous évoluez. Typiquement, si vous bossez dans l'immobilier, ça risque d'être assez cher dès le départ, dès les impressions, ça risque d'être assez cher. Il y a des types de particularités comme ça. Si vous êtes dans le bijou aussi, au niveau des taux de clics, généralement c'est très bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en sort pas, mais ça veut simplement dire que c'est des business qui vont beaucoup moins cliquer que d'autres. Et donc voilà, je passe vite fait dessus sur les CPM. 2 €, vous êtes vraiment bon. Attention, il y a une petite subtilité là qu'il faut dire aussi, c'est que ça c'est valable quasi exclusivement pour des campagnes de conversion. C'est-à-dire que c'est des campagnes où
vous allez demander à Facebook de vous obtenir une conversion réelle. C'est-à-dire que vous voulez vraiment que Facebook déclenche un certain nombre de conversions par des utilisateurs. Parce qu'il y a tout un tas d'autres types de campagnes qui vont faire que vous allez avoir des CPM en dessous de 1 euro, mais ce que vous allez récupérer en face en termes de trafic et de qualité, ce sera vraiment ridicule. Et c'est un euphémisme. Donc vraiment, voilà, tout ça c'est valable pour des campagnes de conversion où vraiment on a envie que des personnes exécutent une action suite à la campagne. Donc pour le CPM, voilà, 2 euros vous êtes très bien, 8 euros ça commence à devenir vraiment élevé, c'est qu'il y a sans doute un truc qui commence à déconner. Mais simplement ce qui est important aussi c'est de regarder l'évolution des métriques. Donc il ne faut pas se dire 8 euros c'est bien, pas bien, il faut se dire 8 euros c'est comment par rapport à ce que j'ai eu dans le passé. Si vous voyez que ça augmente, ça peut être quelque chose qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre setup par rapport à... Et donc là, en fait, ça va être important de se comparer à ce qui était fait dans le passé. Mais bon, ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Après, pour le CTR, généralement, voilà, on est pour du bijou, par exemple, on va souvent tourner autour du 0,4, 0,5. Et après, pour des SaaS ou d'autres types de services, généralement, on va monter plus haut, plus vers les 1%, 1,5. Mais encore une fois, c'est très variable. Et donc, ensuite, là, voilà. Pour le CPC, je ne m'étends pas dessus parce que ça, en fait, ça découle directement des deux métriques que j'ai dit au-dessus. Pour ce qui est du taux d'add to cart, si vous êtes dans un business un peu style e-commerce, il faut savoir qu'un taux d'add to cart au-dessus des 10%, ça vous place dans les 20% des meilleurs e-commerce du monde, on va dire. Alors que si vous êtes en dessous je crois que c'est 3,8%, vous êtes dans le worst 20%. Donc voilà, comme ça vous aide un peu à vous placer et à placer, on va dire, la capacité de votre site à générer des ajouts au panier. Bon, ensuite, pour ce qui est des autres variables, il y a beaucoup de choses qui étaient trop variables ou pour lesquelles je n'avais pas d'informations. Donc j'ai préféré ne rien mettre, simplement sur le conversion rate, le taux de conversion. Donc c'est la différence entre le nombre de... Enfin, c'est le rapport entre le nombre de personnes qui achètent par rapport au nombre de personnes qui viennent sur votre site. 1%, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas la folie. Si vous êtes plus dans les 2,5 plus, c'est vraiment bien. 4%, c'est vraiment très bien en termes de taux de conversion. Donc voilà, c'est comme ça donne un petit peu des repères on va dire, de métriques qu'on peut espérer atteindre. Mais encore une fois, c'est hyper dépendant des différents secteurs. Et c'est aussi très dépendant des différentes périodes. Parce que quand vous avez des périodes comme Black Friday, par exemple, même pour des business qui n'ont aucun rapport avec Black Friday, vous allez être exposé à beaucoup en fait, à une hausse très forte de la demande sur les impressions publicitaires, donc une hausse des coûts qui s'ensuit directement. Donc voilà, même si vous n'êtes pas du tout axé Black Friday, vous ne faites pas du tout ça, vous allez être impacté parce que c'est des périodes où il y a une demande très forte de la part des annonceurs en termes d'impression. Une question de Jonathan qui demande, est-ce que tu as une fourchette de budget de campagne? Est-ce qu'il y a un minimum d'euros pour qu'une campagne soit viable? Ça dépend énormément de ce qu'on vend. En fait, si on vend, je ne sais pas, imaginons on vend une inscription gratuite à un webinar. Ça, c'est quelque chose qui demande, entre guillemets, très peu d'efforts et qui prend très peu d'efforts, très peu de valeur à la personne à qui on va montrer cette publicité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire facilement. Donc là-dessus, on pourra se permettre d'avoir des budgets pas forcément très élevés. Et alors que si on vend, je sais pas, par exemple, des meubles un peu de luxe à 800 €, là, on va avoir besoin d'avoir vraiment beaucoup de monde qui vient pour arriver à la conversion. Et généralement, en fait, ce qu'on observe quasi systématiquement, c'est qu'il y a un ratio entre le coût publicitaire que vous allez payer pour obtenir une conversion et la valeur de la conversion que vous avez, enfin la valeur que ça apporte à l'entreprise. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la boîte qui vend des meubles à 800 €, elle tolérera un coût par achat à 150 € par exemple, ou même parfois beaucoup plus, alors que quelqu'un qui fait des campagnes pour avoir des inscrits à un webinar, lui, il ne voudra pas que son client, enfin son inscrit, lui coûte plus de 30 centimes par exemple. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que là-dessus, sur ce point-là,
il faut juste se dire, ok, je pense que je peux me permettre d'avoir par exemple, disons, 100 inscrits à 30 centimes, ce qui va faire 30 euros. Et donc là, potentiellement, pour une campagne comme ça peut faire sens, si on sait que c'est à peu près possible de les avoir pour 30 centimes, de se dire, ok, je vais faire un test avec un budget de 30 euros, disons, je sais pas, voilà, peut-être, on va dire, sur 2 jours, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors que quelqu'un qui va me dire, je vais faire une campagne de 30 euros alors que j'ai des meubles à 800 euros à vendre, ben, je veux dire, c'est mort, ça sert à rien en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours proportionner à ce qu'on veut vendre et à combien c'est censé coûter en fait ce qu'on veut vendre. Mais il y a quand même des minimums de minimum où l'algo il peut même pas travailler, c'est genre à dépenser moins de 10-20 euros par jour. Enfin, c'est généralement même pas viable parce que vous atteignez même pas, on va dire, le volume de données qui permet à l'algorithme de travailler. Et vu que c'est du machine learning, ça repose sur des volumes de données importantes. Donc, en fait, en dessous des campagnes qui dépensent moins de 10 ou 20 euros par jour, c'est rare que ça donne des résultats très probants, très significatifs. Donc, ça veut dire on pourrait presque se dire que, en fait, une campagne sur un mois où on prévoit de dépenser moins de 500 euros, c'est vraiment le plancher, quoi. En dessous de ça, j'ai rarement vu des trucs qui performaient très bien de cette manière-là, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à la question. J'ai une autre question, si c'est possible. Yes, Je veux pas te couper, pas de souci. que ça soit trop non plus. En fait, donc là, c'était le cas de sites type Shopify, enfin, en tout cas de sites qui vendent des vêtements, Ouais. etc., des biens. Quand on veut faire par exemple de la génération de leads, du coup, on s'intéresse juste à la place de tout ce qui est bleu au fait qu'il y ait un lead. Ça, c'est juste, en fait, là, c'est comme si tu voulais avoir des add to cart. À condition que tu aies juste une étape directe. Tu vois, par exemple, tu vas faire... si, en fait, tu arrives sur le clic et là, sur la landing page directe, sans étapes, tu peux mettre tes coordonnées, et bien là, ce sera directement lead ici. Ok. Et tu peux même faire des... Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais tu peux faire des leads on Facebook qui... Opt-in, enfin, directement dans les. Ouais. c'est ça. Et donc là, voilà, c'est vraiment, ça raccourcit énormément le funnel, on va dire. Je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Ça, en fait, c'est généralement, juste rapidement là-dessus, ce qu'on dit, en fait, c'est que quand on fait des leads sur une page web, on va avoir du qualifié, mais on va en avoir moins, ça va nous coûter plus cher. Quand on fait sur de l'opt-in, généralement, on a beaucoup de volume, mais c'est moins qualifié. Donc en fait, si on a on va dire une force commerciale qui est capable de traiter un gros volume de leads, c'est très pertinent de faire du lead gen on Facebook. Par contre, si on a vraiment peu de force commerciale et qu'on veut vraiment de la bonne qualification, une landing page c'est mieux, et même avoir une landing page avec un funnel long, c'est même préférable, parce que comme ça on va épurer, entre guillemets, on va être sélectif avec les leads qui nous viennent, quoi. Donc voilà sur cette partie. Alors j'enchaîne sur un petit point qui est important, qui rejoint un petit peu la question de Jonathan, sur est-ce que je peux faire de la pub sur Facebook, est-ce que c'est viable pour mon business? Et en fait, ce qu'il faut se dire là-dessus, c'est il faut avoir en tête la chaîne de transmission que je vous ai montrée juste avant, et il faut essayer de se dire, d'accord, bon, quelle métrique est-ce que je peux espérer avoir sur ces différentes étapes de la chaîne de transmission. Et en fait, avec ça, on va pouvoir estimer s'il y a potentiellement un business model pour nous sur Facebook ou pas. Donc là, j'ai pris un exemple. On imagine par exemple un e-commerçant qui se dit que ok, il connaît déjà son taux de conversion, il connaît à peu près son taux d'add to cart, etc. Il se dit ok, bon, je vais essayer d'atteindre un CPM à 2,5 et un taux de clic à 1 euro. Et donc en fait, avec ça, il peut faire ses calculs et il peut déjà faire une estimation de où est-ce qu'il va arriver si les choses se passent comme prévu avec Facebook Ads. Donc là où il va arriver, c'est là en fait. C'est qu'il va faire, du coup, avec ses 5 000 euros monthly, il va réussir à faire 2 millions d'impressions. S'il a son taux de clic à 1%, il va faire 20 000 clics. S'il a 8% d'add to cart, enfin de rate, add to cart rate, il va faire 1600 ajouts au panier. Et à la fin, il aura 10%, donc 160 achats. Donc ça veut dire 160 achats, on divise son budget de 5 000 euros par 160, ça va nous donner 31,25 euros. Donc la question en fait qu'il faut juste se poser une fois qu'on a fait ces calculs-là, c'est est-ce que mon business model, est-ce que ma marge me permet d'absorber un coût publicitaire de 31,25 €?
Et en fait, c'est ça qui va pouvoir permettre de déterminer dès le début si vous pouvez faire de la pub sur Facebook ou pas. Et après, il peut y avoir plein d'autres éléments à prendre en compte. Parce que, par exemple, si vous avez une lifetime value qui est forte, qu'en fait, vous voyez qu'en moyenne, vous avez vos clients qui reviennent 2, 3, 4 fois dans l'année, eh ben en fait, et que, je sais pas, vous faites par exemple en moyenne, disons, 30 € de marge par commande, en fait, c'est totalement viable. Parce que même si vous allez perdre de l'argent sur la première commande, vous savez que vous avez un business model qui fait revenir énormément les clients. Donc, ça le fait totalement en fait, de perdre un petit peu d'argent sur la première commande parce que vous allez en gagner sur les commandes suivantes. Parce que c'est beaucoup moins cher de revendre à un client existant que de vendre à un nouveau client. Donc, c'est pour ça que ce point-là est important et c'est pour ça aussi que vous voyez beaucoup fleurir sur Facebook Ads des business de probiotiques, des business de crèmes diverses et variées cosmétiques. Vous voyez beaucoup de compléments alimentaires. Vous allez beaucoup voir ça parce qu'en fait, c'est des produits qui ont une lifetime value très forte et qui sont très adaptés à la diffusion sur Facebook Ads. Donc c'est pour ça que ça fleurit beaucoup. Et... J'ai une question. Ouais. Par rapport aux impressions. Ouais. Je trouve ça énorme comme. Enfin, avec un budget de 5 000 sur un mois, c'est un truc qui peut être commun, 2 millions d'impressions. Okay. Parce que ouais, il y a beaucoup de. Enfin, c'est. Parce que du coup, j'ai vu, ça fait 60 000 impressions par jour. Ouais. Mais ouais, je trouve ça vraiment beaucoup, quoi. Bah ça c'est juste un CPM à 2,50. Ça veut dire 1000 impressions à 2,50 €. Ça c'est ça en fait. Le tarif généralement il est autour de 5 € pour 1000 impressions. Donc après on peut faire tous les calculs qu'on veut, mais après le truc aussi c'est qu'il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des impressions et les couvertures. Les couvertures c'est des personnes uniques qui sont touchées. Et c'est pas la même chose toujours d'avoir. Tu peux avoir 2 millions d'impressions et avoir genre 800 000 couvertures. Ouais, justement, couverture, impression, c'est... La différence ? Ouais, c'est quoi déjà ? Une impression, c'est une fois tu affiches la publicité. Ouais. Une couverture, ou le reach, comme on dit en anglais, c'est une personne qui voit ta pub. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est le nombre unique de personnes qui voient ta pub. Donc 800 000 personnes. Par exemple. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, tu peux, en gros, ta couverture est toujours inférieure à ton nombre d'impressions. Bien sûr. Voilà. Okay. Donc c'est comme ça que c'est fait. Et juste, pardon, le mieux c'est d'avoir le différentiel entre impression et couverture. Il vaut mieux que ce soit très important. Ça dépend. Si on fait du retargeting, il faut qu'il soit très élevé. Enfin, généralement, ça marche bien quand c'est très élevé. C'est bien que, est-ce que tu penses que c'est mieux quand les gens sont un peu harcelés Enfin, pas harcelés, mais c'est-à-dire qu'ils voient très très souvent. Mais moi, je sais pas, moi ça m'arrive de voir la même pub. Oui, dans la oui. même journée. Et c'est pas un hasard d'ailleurs. C'est pas un hasard si. Je m'en doute, c'est toujours pour le même type de produit assez inutile, mais je ne sais pas si c'est très pertinent de bombarder et de voir 10 fois le même truc. Sur des campagnes qui vont avoir pour but de closer des gens qui ont déjà montré un signe d'intérêt, généralement c'est quelque chose qui paye. Après, pour de l'acquisition pure, où on va vraiment chercher à trouver de nouveaux clients, c'est pas forcément une stratégie gagnante. Mais tôt ou tard, en fait, on va un peu retomber là-dessus. Parce que, voilà, si tu fais le calcul, tu sais qu'il y a des marques qui dépensent 100 000 balles sur Facebook par mois. La population française, t'es vite passé dessus. Donc, forcément, t'as des. Comment dire ? Tu vas être amené à repasser plusieurs fois selon à quel point tu es ambitieux, à quel point tu as envie de croître. Voilà. Bon, ça, c'est encore un vaste sujet, mais. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de lifetime value et des produits qu'on va pouvoir revendre et Ouais. donc penser notre investissement publicitaire en fonction de ça. Est-ce qu'à travers les régies publicitaires, on peut justement identifier parmi ceux qui vont être touchés par ces publicités, ceux qui sont déjà clients et pour lesquels ce serait peut-être pas pertinent de les réexposer justement à des publicités dites d'acquisition alors qu'ils sont déjà clients. Alors soit pour les exposer à des publicités plutôt justement avec des discours de fidélisation, soit parce qu'on n'a pas envie de dépenser 2 fois son argent à faire de l'exposition sur des gens qui sont déjà clients. Ouais. On a déjà payé pour qu'ils soient clients. C'est carrément possible. Ça se fait avec des exclusions. Donc simplement, il faut que tu crées une audience où tu vas dire, tu vas créer l'audience à partir soit de ton pixel, soit à partir d'un listing client. Tu vas dire, ok, bah ça c'est mes clients. Tu touches pas, enfin tu les cibles pas.
C'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est-à-dire que, imaginons que par exemple, tu dis à Facebook, ok, bah, dans mon listing, il y a voilà, moi avec mon adresse mail. Si lui, il n'a pas bien relié que moi, mon adresse mail, c'était lié à mon compte Facebook, il va quand même me la montrer potentiellement. Donc c'est pas un truc qui marche parfaitement, mais ça c'est un point qui est important, c'est que ouais, quand on a des clients qu'on a déjà signé entre guillemets ou qui ont déjà acheté chez nous, il y a d'autres leviers qui sont beaucoup plus intéressants que la pub Facebook pour justement stimuler cette lifetime value, le niveau, je pense au mailing, même marketing SMS, plein de trucs comme ça qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup moins chers que la publicité sur les réseaux sociaux. Bon, j'enchaîne sur la suite. Alors, un truc qui est important et que beaucoup de gens oublient, c'est que en fait, quand on fait de la pub sur Facebook, eh ben, on n'est pas juste en train d'essayer de bricoler un truc technique et qu'en fait, on va le craquer et d'un coup, ça va marcher. En fait, même, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont l'impression que Facebook, faire marcher ses pubs Facebook, c'est vraiment comme réparer une chaudière, c'est un truc, il faut trouver le bon truc, on met les bons réglages techniques, et c'est réglé, ça roule, ça va rapporter des leads, des achats, etc. tranquillement. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que en fait, un bon marketeur Facebook, c'est quelqu'un qui arrive très bien à faire le lien à comprendre, on va dire, que Facebook, c'est rien d'autre qu'un canal d'acquisition, donc qui va relier votre marché à votre business. Et donc, plus vous êtes capable de bien comprendre ce qui se passe sur le marché, plus vous êtes capable aussi de bien répondre aux attentes du marché, plus en fait votre acquisition Facebook Ads va marcher très bien. Et en fait, je vais même dire un truc qui est presque cruel, c'est qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous dire là maintenant sur comment faire de la pub sur Facebook, en fait, ça sert à rien. Parce que si vous avez un business qui marche très bien, qui est hyper attractif et qui attire énormément de monde, vous avez vraiment juste à mettre une créa sympa. Si votre proposition de valeur elle est sympa, elle est très attractive, ça va marcher à tous les coups. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment savoir, c'est que avant d'être super bon sur les réglages, sur la technique, sur la créa et tout, si votre business model de base il est super attractif et que quasi systématiquement il marche et il ramène des clients, en fait, ça va vraiment rouler tout seul Facebook Ads. Mais bon, après, le truc, c'est que ça arrive dans 5% des cas, et donc dans les 95% des cas restants, il faut qu'on soit justement capable de cibler bien précisément ce qu'il faut faire pour améliorer la performance. Et alors, ouais, un truc qui est vachement important, par exemple, quand je vous dis qu'il ne faut pas oublier que vous faites du marketing, c'est que là, par exemple, là, je vous prends un exemple. C'est quoi? C'est les ventes quotidiennes d'un client. Donc, c'était au mois d'octobre 2021. Donc, bon, c'est assez net, un gros pic ici, et puis là, en fait, on a une petite décroissance. Là, on a une traversée du désert ici, et après, ça repart légèrement. Donc, en fait, là, il y a un marketeur Facebook qui connaît cette donnée. Il a plusieurs manières d'aborder le sujet. En fait, il y a le mauvais marketeur. Le mauvais marketeur, il se dit quoi? Il se dit, j'ai un budget de 30 000 €. Tous les jours, je vais dépenser 1 000 €. Parce qu'il se dit, de toute façon, il n'y a pas de raison que demain, ça marche moins bien, que le 24, ça marche moins bien que le 7, etc. Alors que le bon marketeur, qu'est-ce qu'il fait? Là, en fait, il va mettre, disons, 1 800 € sur les 10 premiers jours. Et après, son budget qu'il a utilisé sur les 10 premiers jours, il va le lisser, on va dire, sur les mois qui suivent. Et c'est exactement ce qu'on fait d'ailleurs avec ce client. C'est un client qui a une saisonnalité hyper forte. Parce qu'en fait, on a remarqué qu'il y avait une saisonnalité super forte sur ce client, et ça, c'est indépendant de Facebook Ads. On a vu que même on pouvait dépenser énormément, dépenser très peu. On voit qu'il y a toujours cette figure qui se dessine, parce que le business en lui-même, il est construit de telle sorte que les clients, ils ont envie de passer à l'action en début de mois. Et quand le 15 du mois il est passé, c'est mort, on peut leur montrer autant de pubs qu'ils veulent. Ils se presseront jamais pour venir acheter nos produits. Donc, c'est super important de bien prendre ça en compte. Et en fait, ça, si vous êtes capable de faire ça, c'est-à-dire de montrer énormément de vos pubs quand les gens sont intéressés, quand ils ont vraiment envie d'acheter vos produits, et que vous êtes capable aussi de détecter, de sentir le vent qui tourne, de sentir quand les gens ils en ont plus rien à faire, vous allez économiser énormément d'argent, et en termes de performance de coût publicitaire, vous allez être 1000 fois meilleur que quelqu'un qui
Quelqu'un qui ferait tout le temps la même chose en se disant qu'il n'y a pas de raison que ça change. De toute façon, c'est comme une grosse chaudière Facebook. Mais quelqu'un qui se dirait ça, il perdrait beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui sent un petit peu le marché et qui est capable de timer les choses et de comprendre que la saisonnalité, c'est un facteur clé dans le succès sur Facebook Ads. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter un petit truc que je vous conseille tous de faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Quel que soit ce que vous vendez ou ce que vous prévoyez de vendre, faites une petite recherche sur Google Trends. Regardez quand est-ce que les gens s'intéressent à vos produits. Parce que la saisonnalité, c'est important de la connaître dès le début quand on lance un produit. Et ça vous donnera direct un aperçu du bon moment pour faire vos publicités, du mauvais moment pour les diffuser, etc., etc. Et il faut savoir que la saisonnalité, je termine vite fait là-dessus, elle a plein d'échelles différentes. Vous avez la saisonnalité sur l'année, vous avez la saisonnalité sur le mois. Donc là, en l'occurrence, pour ce client-là, on a une très grosse saisonnalité sur le mois qui n'est pas du tout présente sur tous les clients. On a même une saisonnalité à l'échelle de la semaine. Donc là, ça ne se voit pas forcément super bien. Mais en fait, on a toujours tous les lundis un gros pic de commandes. Et après, ça fait que décroître jusqu'au dimanche. Et c'est quasi systématique. Bon là, c'est pas hyper visible, mais là, on a ça, ça, ça et ça. Et ça, c'est un truc, ça veut dire que vous avez vraiment une saisonnalité qui peut intervenir à différentes échelles. Et c'est aussi important d'avoir cette finesse pour bien comprendre à quel moment il y a des pics de demande sur vos produits. Juste par curiosité, ils vendent quoi ce client? Les téléphones. Moi j'ai une question aussi sur le Ouais. slide d'avant. Là. Cette histoire de budget, par exemple, tu mets beaucoup de budget les 10 premiers jours du mois et ensuite tu baisses. On est d'accord que c'est quelque chose qui va se régler au jour le jour en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de. Enfin, moi j'utilise aussi Facebook Manager là, mais il n'y a pas de planning en fait. Tu peux pas faire un calendrier dans lequel tu expliques que de telle date à telle date tu vas mettre telle somme et ensuite de telle date à telle date tu baisses. On est d'accord? Tu peux faire des règles publicitaires qui vont se déclencher selon la date. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est casse-gueule et qu'à chaque fois, ça se déclenche au moment où tu n'as pas envie. Donc c'est-à-dire que Mais... tu interviens, mettons le 10 octobre, Ouais. et là tu baisses le... Ouais. Okay. Et je pensais qu'en fait, quand on faisait ça, ça perturbait un peu le... Ouais, c'est vrai que c'est ce qui se dit énormément, c'est que Oui. voilà, faut jamais faire des changements de plus de 20%. Nanana. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais entendu, et donc du coup, Moi aussi, je l'ai beaucoup entendu, mais d'accord, c'est honnêtement... Non, je pensais... Après, en fait, il y a un truc aussi, c'est que plus on a des volumes de dépenses qui sont importants et plus on a un historique de dépenses important, plus on peut se permettre de faire ces changements-là. D'accord. Il y a une certaine élasticité en fait. Oui. Plus on a d'ancienneté, plus on a de données sur le pixel aussi, plus on a une marque aussi qui est importante, plus on sait que quand on va dépenser peu ou pas, il va y avoir du répondant de la part du marché. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous avoue que j'ai entendu beaucoup de guidelines de Facebook, la phase d'apprentissage, les 20% de changement de budget, etc. Il y a énormément de recos de la part de Facebook qui sont donnés et qu'on entend toujours à droite à gauche et que perso je valide absolument pas parce que j'ai jamais remarqué que en fait, dès que tu sortais de la phase d'apprentissage, tu avais tes perfs qui explosaient ou que tu pouvais pas avoir de bonnes perfs sur une campagne qui est en phase d'apprentissage limité. Ça, c'est des trucs qui sont c'est très personnel, enfin ça n'engage que moi, mais en tout cas dans mon expérience, j'ai jamais trouvé que c'était des éléments clés qui permettaient d'avoir des bonnes performances. Donc je suis pas forcément hyper adepte de ce genre de conseils, quoi. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Facebook, c'est vraiment une boîte qui a ses clients, c'est ses annonceurs, et l'intérêt, c'est qu'ils dépensent le plus de sous. Donc typiquement, quand on parle pour sortir de la phase d'apprentissage, c'est un truc qui est super important d'après Facebook, il faut que vous ayez 50 conversions par semaine par ad set. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut que vous dépensiez des milliers d'euros. Et vous devez dépenser des milliers d'euros avant de conclure que ça ne marche pas. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas forcément le meilleur truc de la Terre, mais voilà, après le meilleur truc à faire, c'est quand même mieux d'expérimenter par soi-même et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et de se faire ses propres opinions. Et tu as quand même un ratio ou pas du type conversion minimum En termes de... pour un achat par exemple? Un ratio entre quoi et quoi? Combien il faut de conversion à peu près, peut-être pour que l'outil puisse... Non. Non, t'en as pas. Non. Ouais, le dernier truc dont je voulais parler rapidement là-dessus, sur le côté marketing, c'est un truc très basique, mais voilà, c'est des éléments de marketing. Privilégiez le discours sur les bénéfices et vraiment mettez-vous à la place du client. Qu'est-ce qui va vraiment avoir comme intérêt à prendre votre solution plutôt que de vous focus sur vos features. Moi, je vois énormément
d'annonceurs qui font ça, qui sont très focus sur pourquoi est-ce que moi je suis le meilleur, pourquoi est-ce que mes produits sont super bien, pourquoi ils sont top. Et ça, c'est pas forcément le bon réflexe à avoir. Ce qui peut être plus intéressant à avoir, c'est de se dire quel est l'intérêt pour mon client à acheter mon produit plutôt que celui d'un autre. Et c'est beaucoup plus en axant les publicités sur ce genre d'éléments qu'on peut vraiment être pertinent, être percutant, et c'est des choses qui, à terme, influencent vraiment les perfs. Bref. Et du coup, c'était quand même important que je parle un petit peu de tout ce qui concerne tout ce qui concerne les galères que vous allez rencontrer sur Facebook. Il y a un truc qui est super important, c'est que voilà, sur Facebook, comme je vous l'ai dit avec la chaîne de transmission, il y a énormément de choses que vous allez pouvoir détecter. Vous allez pouvoir voir si vos publicités sont attirantes. Vous allez pouvoir voir, bon, a priori, vous n'avez pas besoin de Facebook pour ça, mais vous allez pouvoir voir si votre site convertit bien. Il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir voir avec Facebook, mais par contre, pour la résolution, c'est généralement pas sur Facebook que ça se passe. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important à dire parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire, il y a une époque où il y a eu énormément de formations sur Facebook Ads qui étaient vendues, et le dogme dans ces formations-là, c'était toujours de dire, en fait, si tu n'arrives pas à performer en Facebook Ads, c'est parce que tu n'as pas les subtilités techniques que moi je vais t'enseigner. Et donc, il y a énormément de gens qui se disent, ok, si je veux être très performant en Facebook Ads, il faut que je maîtrise parfaitement les moindres features de l'outil et pour que ça marche. Et comme je vous l'ai dit juste avant, si vous avez un business qui tourne, ça va marcher très bien votre Facebook Ads. Donc vous n'avez pas besoin d'être un super expert de la technique de Facebook pour que ça marche bien. Et quand vous avez des problèmes, souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en dehors de Facebook. Si vous avez respecté les bases de la technique de Facebook Ads, vous n'allez pas avoir de difficultés. Et donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il faut que vous utilisez Facebook pour être analytique, quand vous devez diagnostiquer un problème, et par contre, quand vous essayez de le résoudre, il faut que vous essayiez d'être empathique avec votre client, parce que la plupart du temps, le client ou le user, parce que la plupart du temps, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que le user, ça ne l'intéresse pas, ou le client potentiel, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est plutôt, on va dire, la plupart du temps, il faut commencer par se remettre en question et essayer de faire quelque chose qui va plaire, avant de chercher une solution technique en fait, il faut appuyer sur tel bouton et tout. Ça, c'est vraiment un truc qui est super important à dire, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui itèrent. C'est très important d'itérer sur Facebook, mais il y a beaucoup de personnes qui creusent à fond le business manager quand ils ont des problèmes. Par contre, ils ne vont pas creuser leur propre business, ils ne vont pas creuser leur offre pour bien comprendre ce qui peut poser problème. Ils vont beaucoup plus remettre en question ce qu'ils ont fait sur Facebook Ads sans remettre du tout en question ce qu'ils ont fait dans leur offre, dans leur proposition de valeur et sur leur business, sur leur site web. Donc, je passe rapidement sur un certain nombre de galères que vous avez ou que vous allez rencontrer sur Facebook Ads. Alors, j'essaie d'être assez rapide là-dessus. Tu sais combien de temps il nous reste ou... On arrive au bout. Ok. Bon, j'essaie d'être très rapide là-dessus. Donc, si vos CPM deviennent élevés, alors, ça peut être lié à... La plupart du temps, c'est lié à un changement dans votre mix de diffusion publicitaire. Donc, par exemple, vous avez commencé à diffuser beaucoup plus de vidéos que de statiques parce que vous avez mis une nouvelle vidéo qui est largement poussée par l'algo, parce que les CPM sur les vidéos sont généralement plus chers que sur les statiques. Je vais un peu vite là sur la fin, mais voilà. Vous avez aussi tous les événements liés à la concurrence. Par exemple, sur Black Friday, ça va devenir, ça explose, mais ça c'est normal. Et vous avez aussi d'autres éléments qui sont en fait, dès que vous avez quelque chose qui va pêcher au niveau du scoring, ce dont j'ai parlé au début, là généralement ça va faire monter vos CPM. Les CTR en baisse, ça, souvent, c'est synonyme de ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. Donc, fatigue publicitaire, c'est simplement quand vos contenus, ils ont énormément tourné, quand il y a eu justement de la répétition. En fait, il y a un moment où les gens, même s'ils cliquaient beaucoup au début, ils ont déjà vu la pub une quinzaine de fois, donc ils arrêtent de cliquer au bout d'un moment. Et quand on voit sur plusieurs semaines d'affilée que la trend est baissière sur les taux de clics, c'est généralement qu'il y a une fatigue publicitaire. Et donc là, vous avez souvent intérêt à créer des nouveaux visuels. Le taux de conversion du site est trop bas. Bon, ça, c'est qu'il y a du boulot en général, mais généralement, ce n'est pas une fatalité. C'est soit une question du parcours client, soit une question de votre proposition de valeur, soit une question de est-ce que votre site est bien adapté au mobile. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus de 80% des clics qui viennent de Facebook Ads, c'est sur mobile. Donc ça, c'est des trucs qui sont souvent oubliés.
Votre compte publicitaire est bloqué, bon ça c'est soit une erreur, soit pas une erreur, mais en tout cas c'est avec Facebook qu'il faut régler ça. Juste un conseil là-dessus, c'est harceler le support. Si vous n'avez pas mérité votre blocage, par contre si vous avez fait un truc pas autorisé, c'est un peu foutu quoi. Le tracking des résultats incohérents, bon ça c'est généralement qu'en fait votre tracking il n'est pas bien mis en place. Là-dessus il faut soit le refaire correctement, soit passer par des spécialistes. Et les solutions que vous allez pouvoir trouver pour tous ces problèmes, premièrement, là je vous parle des solutions vraiment, c'est ce qui dans 80% des cas résout les problèmes que nos clients y rencontrent. Premièrement, renouveler les visuels, super important pour lutter contre l'ad fatigue et aussi parce que ça vous permet de trouver d'autres contenus qui vont être pertinents. Revoir votre parcours client sur le site de A à Z, voilà, ce que je disais avant. Modifier la répartition de vos dépenses publicitaires, ça peut être simplement que vous avez eu vos dépenses publicitaires qui sont concentrées beaucoup plus sur un placement donné ou sur un type de créa en particulier qui fait que ça vous fait monter, on va dire, vos CPM, ou alors vous avez par exemple, une solution, ça peut être comment dire, tout simplement, un peu comme je donnais l'exemple tout à l'heure, de bien prendre la saisonnalité, de dépenser beaucoup à un moment et beaucoup moins à un autre. Ensuite, créer de l'animation commerciale autour de votre marque. Bon, ça, je sais qu'il y a énormément de marques qui sont un peu allergiques à tout ce qui est promo, mais il n'y a pas que la promo dans l'animation commerciale. Donc, ça, c'est un truc. Il y a beaucoup de marques qui le sous-estiment ou qui s'y intéressent pas du tout, mais c'est un truc qui est vraiment incontournable et qui permet de faire des belles choses. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à regarder un peu l'histoire de la marque qui s'appelle FitTrack, qui ont fait... en fait, pour vous la faire très courte, en fait, c'est des annonceurs, c'est une marque qui a fait énormément de publicité pendant peut-être 3-4 mois avant le Black Friday. Ils vendaient des balances un peu connectées, voilà. Et en fait, les gars, ils ont extrêmement bien réussi à teaser ils ont fait un bon marketing, ils ont très bien teasé leur Black Friday. Et le jour du Black Friday, ou le week-end, je sais plus, ils ont fait 1 million d'euros de CA, un one-shot comme ça, parce que les gars, ils ont vraiment été... Dès le mois d'août, ils étaient en pleine préparation du Black Friday. Et c'est vraiment aussi le fait d'avoir cette vision long terme de OK, quand est-ce que le marché va être chaud, quand est-ce qu'il va être réceptif pour mon produit, et de savoir prévoir ça. C'est aussi comme ça que vous arrivez à avoir des bonnes performances sur Facebook et justement à faire des belles croissances sur Facebook Ads. Améliorer la version mobile, bon ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment super important. Activer l'omnicanalité, ça c'est un truc qu'on voit souvent avec les marques qui atteignent un certain plafond de verre sur Facebook. Très généralement, ça devient intéressant d'aller explorer d'autres réseaux. Même avec certains clients, on est en train de commencer à aller chercher du côté de la télé pour justement trouver des relais de croissance. Et généralement, il y a des externalités positives quand vous allez aller sur plusieurs canaux en même temps. C'est-à-dire que ça ne va pas faire 1 plus 1 égale 2, mais ça va être 1 plus 1 égale 2,5. Parce que vous avez, en fait, le fait d'être présent sur différents canaux vous donne plus de légitimité. Et généralement, ça améliore aussi la confiance en votre marque. Et le dernier point, c'est investir. Parce que moi, je vois quand même énormément de clients, même des clients avec Kudak, qui se retrouvent en fait dans des situations où ils sont en quelque sorte bloqués, dans des performances qui sont parfois pas ouf. Et généralement, c'est des problèmes qui pourraient être réglés avec certains investissements. Je dis ça pas forcément chez nous, chez Kudak, mais voilà, c'est des problèmes qui peuvent être réglés avec des investissements dans le fait de se lancer dans des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, pour justement améliorer la conversion. Mais il y a beaucoup d'annonceurs qui sont réticents à ça, et c'est quelque chose qui peut vous bloquer, qui peut vous mener dans une certaine impasse de temps en temps. Donc c'est important aussi de se dire que l'acquisition, c'est quelque chose dans lequel il faut investir. C'est pas un truc magique qui tombe du ciel et qui marche bien. Bon, sur les takeaways, je vais pas m'apesantir trop. Simplement, juste un point sur lequel je veux insister, c'est se lancer sur Facebook Ads sans Product Market Fit. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que ça peut coûter cher et généralement, en fait, vous n'avez pas besoin de Facebook Ads pour avoir vos premiers clients. En fait, c'est très rare. Je vois rarement des marques qui fonctionnent très bien et qui ont eu leurs premiers clients via Facebook Ads. Donc je pense que c'est pas forcément par là qu'il faut commencer. Et même souvent, ce que je recommande, c'est
Vraiment commencer par avoir des clients avec de l'organique, avec des moyens très basiques au début, avant de vraiment activer le levier quand on a compris qu'on avait un vrai product market fit et qu'il y avait quelque chose à en sortir. Bon, bah voilà, je crois qu'on arrive au bout. Merci beaucoup pour votre temps. C'était très cool que vous soyez tous venus. Aussi les gens qui étaient dans le webinar. Donc, merci à tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. J'avais une question pour rebondir justement à la dernière recommandation que tu as faite par rapport au produit market fit. Une fois qu'on l'a trouvé par exemple, mais qu'on a des audiences un peu diverses, est-ce que c'est conseillé de prendre de faire un blog de toutes ces audiences-là et de faire ton Facebook Ads avec, ou de les segmenter? C'est plutôt de les regrouper. Parce qu'en fait, c'est une tendance qui est de plus en plus vraie sur Facebook Ads, c'est que tu as de moins en moins de chirurgicalité, on va dire, sur Facebook Ads. C'est de moins en moins précis. Et ça, en fait, c'est dans les tendances. Tu vois, en 2021, il y a eu beaucoup de bruit autour de Apple qui limitait les données que Facebook pouvait traquer. Donc si Apple remonte moins de données à Facebook, Facebook cible moins précisément ses utilisateurs. Et donc toi aussi, tu as intérêt à ne pas lui demander de faire des trucs trop ciblés, trop cloisonnés, parce que si ça, tu vas restreindre entre guillemets sa marge de manœuvre. Ça fait que généralement, tu auras des performances moins bonnes si tu sursegmentes par rapport à si tu fais des ensembles plus larges. Ok, et est-ce que tu as l'exemple inverse de, par exemple, une entreprise qui a fait des Facebook Ads avec des métriques qui n'étaient pas forcément ouf, et quand vous avez re-ciblé l'audience, ça a augmenté les performances? Ou pas trop? Pas trop. Okay. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les solutions fréquents en problème, c'est que en fait, changer les audiences, c'est un réflexe très spontané quand on a des performances qui ne marchent pas. Mais de facto, ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas souvent quelque chose qui est gagnant. Dans la plupart des cas, ce n'est pas game changer. Parfois, on va pouvoir gratter un peu de performance à droite à gauche, mais ce sera rarement game changer. Merci. Yes? J'ai deux questions. Par exemple, quand on commence avec Facebook Ads avec une audience, Ouais. tu conseilles à peu près combien de temps qu'on reste sur la même audience avant de tester une nouvelle? Alors, généralement, ce que nous, en tout cas chez Kudak, on fait, c'est qu'on va tester plusieurs audiences en même temps. Et bon, alors ça, ce que je vais dire, c'est pas une recette miracle, mais c'est ce qu'on a l'habitude de faire en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on teste plusieurs audiences en CBO, donc on va en tester 3-4, et on va laisser l'algo en fait distribuer le budget de la manière qui lui semble adéquate. Et sur ces 3 ou 4 audiences, quand on revient par exemple 3-4 jours après, on trie en fonction du budget dépensé, on regarde celui qui a dépensé le plus d'argent, et en fait on va simplement regarder est-ce qu'il est performant ou non. Si oui, on le garde, sinon on le désactive, et du coup le budget va être redistribué sur les adsets suivants. Et donc ça nous permet d'avoir une rotation d'adsets. Mais en tout cas, on fait en sorte d'avoir toujours plusieurs adsets qui tournent en même temps, et on revient à vérifier si ça a performé ou pas tous les 2-3 jours à peu près. Donc voilà, tous les 2-3 jours, mais aussi, je te conseille vraiment d'avoir plusieurs adsets en même temps pour justement les mettre en concurrence les uns avec les autres. Et tout à l'heure, tu disais pour une campagne de conversion, il faut minimum 500 € par mois en budget. Ouais. Mais si on veut pas faire une campagne conversion, plutôt une campagne pour tester juste l'intérêt du marché, est-ce qu'il y a un budget à penser? Alors moi, je suis un petit peu mitigé sur cette approche-là, dans le sens où je trouve que quand on teste l'intérêt du marché, si tu veux tester l'intérêt du marché avec Facebook Ads, il faut que tu emmènes les gens relativement loin dans le funnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des vrais signes d'adhésion assez marqués à ta proposition de valeur. Si c'est simplement regarder le nombre de clics, je pense que ce n'est pas assez significatif pour conclure sur est-ce que le marché est réceptif ou non, tu vois. Alors que si tu imagines par exemple, ça c'est par exemple une expérimentation qu'on a fait avec Mobile Club, donc qui fait de la location de téléphone mobile. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des campagnes de conversion dans d'autres pays européens pour tester l'intérêt de chaque marché. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait tout le site, ce qui était normal comme en France, avec les produits presque disponibles, mais quand on cliquait sur commander, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait où il disait ok, si tu veux être informé dès que le produit sera live, sera dispo, mets ton mail et tu auras un discount de
moins 20 € par exemple. Et ça, en fait, ça fait que les gens, s'ils le veulent, enfin, là, en fait, on va compter les gens qui ont vraiment envie du produit parce qu'ils vont même laisser leur mail et ils sont prêts en fait à faire ils veulent recevoir un discount parce qu'ils sont sérieux dans leur projet, de leur idée, on va dire, de potentiellement acheter chez nous. Donc, qui dit que tu vas emmener les gens relativement loin dans le funnel, dit que tu as besoin quand même d'un minimum de budget là-dessus. Après, voilà, c'est... Mais encore une fois, les 500 €, c'est pas un truc qui est écrit sur les tablettes de la loi, hein, c'est un truc qui... voilà, c'est mon feeling, mais voilà, c'est mon opinion en tout cas sur cette question-là. Yes? Du coup, petite question, j'aimerais avoir ton avis. Ouais. Quand on est tranquille sur YouTube et qu'on tombe sur une pub de dropshipper qui nous dit avec un truc AliExpress, t'as juste à mettre une pub sur Facebook Ads et tout, et après tu vois des chiffres hallucinants, en fait c'est du bullshit tout ça? Bah ouais, enfin ouais, c'est vraiment du bullshit et surtout c'était très vrai il y a quelques années. Genre vraiment... En fait, il y a eu un âge d'or du dropshipping qui était peut-être dans les années 2015, 2016, 2017 et c'est là aussi que tu as un peu des figures, on va dire, du dropshipping qui sont illustrées. Yomi Denzel, Fares, etc. Toute une team, on va dire, de dropshippers formateurs qui se sont développés. Mais aujourd'hui, moi, je constate que ça marche vraiment beaucoup moins. Ça existe encore, hein, ça tourne encore, hein, faut pas le négliger. Mais ça existe encore, ça tourne encore. Par contre, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de gagner énormément d'argent en étant en full dropshipping aujourd'hui que ça l'était il y a 3-4 ans. D'accord, parce que je trouve ça complètement fou les chiffres qui sortent. Et on se dit, mais en fait, c'est tellement facile de lancer un business, il suffit de mettre une pub à la con sur Facebook. En plus, quand tu regardes leurs vidéos, parce que je suis partie voir par curiosité, parce que je me suis dit, peut-être, en fait, c'est vraiment, genre, ils disent 10 €, et tu te dis, comment ils peuvent faire autant d'argent en mettant un budget de pub de 10 €, c'est ridicule. Bah non, ça, j'y crois pas trop. Encore une fois, il y a quelques années, oui, mais aujourd'hui, non. Ouais. Parce qu'en plus, l'écosystème de Facebook s'est beaucoup développé pour justement mettre des bâtons dans les roues de ce type de business-là. D'accord. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a un peu eu une ruée vers l'or, vers le dropshipping, mais bon, en gros, ce qu'on dit souvent dans la ruée vers l'or, ceux qui sont devenus riches, c'est ceux qui vendaient des pioches. Bah, c'est un petit peu la même chose avec le dropshipping. Ceux qui ont vraiment gagné beaucoup de sous, c'est ceux qui ont vendu plein de formations de dropshipping où ils promettent qu'on va gagner des centaines, des milliers d'euros. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière les formateurs qui disent à raison ou à tort qu'ils ont gagné plein d'argent avec le dropshipping, il y a énormément de gens qui sont en maxi galère avec le dropshipping. Et c'est pas une mauvaise chose. Généralement, on apprend beaucoup en faisant du dropshipping. Dans l'équipe de Kudak, il y a énormément de gens qui ont fait du dropshipping. Plus de 50% des personnes de mon équipe qui ont fait du drop. C'est pas un problème, mais simplement, voilà, c'est beaucoup de gens qui ont fait du dropshipping et ils sont pas millionnaires, quoi. Mais voilà, voilà, c'est pas une mauvaise chose de dropshipping, mais c'est un peu passé de mode aujourd'hui, quoi. Ok. Yes. Une question en ligne, mais enfin, notamment Joris qui a posé pas mal de questions à propos du pixel. Ouais. Je sais pas si tu veux les lire ou si je te les lis. Je veux bien que tu me les lises, s'il te plaît. Il demande à partir de quel moment le pixel peut être utilisé de manière pertinente pour du retargeting, parce que souvent Facebook dit ne pas avoir assez de data, et dans ce cas, est-ce qu'il faudrait faire des campagnes de trafic pour nourrir la data du pixel? Il ne faut jamais faire de campagne de trafic parce que quand bien même on va nourrir le pixel avec de la donnée, on va lui donner des mauvaises choses à manger en fait. On va lui montrer des gens qui vont être des bots ou des gens qui cliquent sur n'importe quoi. Donc c'est pas du tout intéressant de faire ça. Moi par contre, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre ton pixel le plus tôt possible sur ton site web pour que, même si tu n'as pas encore pour projet maintenant de faire de la pub sur Facebook, parce que comme ça, tous les gens qui vont venir naturellement via des sources de trafic saines, comme l'organique par exemple, ou d'autres choses, et ben, tous ces gens qui vont venir via des sources saines, ils vont être captés par le pixel Facebook qui va ensuite utiliser ces données pour relancer des campagnes derrière, que ce soit du retargeting, soit même de l'acquisition. Il va mieux cerner, on va dire, le persona en faisant ça. Mais ça, je ne conseille vraiment pas de faire des campagnes de trafic. C'est un peu la solution de facilité. Mais derrière, généralement, ça donne rarement, voire jamais de résultats probants. Il rajoute que le pixel est déjà sur le site et il y a de l'organique et des Google Ads qui tournent, environ 200 users par semaine. Ok.
Et avec ça, il n'y a pas de campagne de retargeting qui peuvent tourner? Suspense. Mais c'est pour faire du retargeting sur l'ajout au panier. Bah, s'il y a 200 users par semaine, si on se dit il y a, comment dire, ça veut dire que si on dit imaginons, il y a 10% d'add to cart, ça veut dire 80 ajouts au panier par mois, pardon, sur 4 semaines, ou 90. Et c'est vrai que oui, en termes d'audience, ça, c'est peut-être un chiffre que je peux donner, c'est que en termes d'audience, quand vous ciblez des audiences très restreintes, vous aurez du mal, il n'y a pas de chiffre exact, mais vous aurez du mal à bosser et à faire bosser l'algorithme sur des audiences qui font moins de 1000 personnes. En dessous de ça, c'est vraiment difficile de faire du retargeting. Donc en fait, limite, ce que je pourrais te conseiller, c'est dans un premier temps, de faire des campagnes Facebook Ads qui ne différencient pas l'acquisition et le retargeting. Parce que comme ça, en fait, si tu cibles que ton retargeting, ça ne pourra pas diffuser parce qu'il n'y a pas assez de volume de personnes à cibler pour Facebook. Donc lui, il ne peut pas travailler. Mais si tu lui donnes des ciblages très larges, il peut aller chercher des nouvelles personnes et il pourra aussi aller chercher les gens qui sont déjà venus sur ton site web. Mais voilà, ce sera un hybride acquisition-retargeting, mais en tout cas avec un volume à peu près même de 80, voire même de 1000 personnes. C'est difficile de faire bosser l'algo dessus sur une campagne full retargeting. Et Joris te dit merci. Bah, merci à toi, Joris. Je vois qu'on a quand même bien explosé le Ouais. timing, il est 18h20. Il y a des petites questions un peu spécifiques. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te contacter? Ou alors je vois qu'on peut aller sur Kudak via ce QR code. Ouais, bah, par LinkedIn, c'est peut-être mieux hein, pour me contacter. Donc, bah, je m'appelle Paul Maher, Paulmaher. Donc, bah, Kudak. Vous pouvez me rechercher sur LinkedIn, vous m'envoyez un message et je vous répondrai. Trop cool. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci à vous et j'espère que ça vous a plu.